Il y a les urgences vitales, et puis il y a les petits bobos, ceux pour lesquels on se rend à l'hôpital, faute d'avoir un médecin sous la main. Bonjour madame. Bonjour. Dites-moi, vous êtes là pourquoi? Ben écoutez, ça fait une semaine que j'ai des accès de fièvre. Oui. Loretta est une patiente simulée professionnelle. D'ordinaire, face à des jeunes en formation médicale, elle joue les symptômes de plusieurs maladies. Ce soir, elle n'est pas réellement malade, mais pour notre reportage, elle simule des symptômes de type infectieux. S'il vous plaît, à me donner. Parfait, je vous laisse prendre place juste là, l'infirmière va vous appeler. Très bien, merci beaucoup. Je vous en prie. Ici, à l'hôpital de la Tour, dans le canton de Genève, le temps passé aux urgences atteint en moyenne 2h18 pour ce type de cas léger. Le coût oscille entre 250 et 400 francs. Oui. Bonjour. Attente, coût, exposition au coronavirus. Dans toute la Suisse, les hôpitaux cherchent à désengorger leurs urgences. Vous avez des problèmes de santé habituellement? J'ai eu de l'hypertension, mais c'est sous contrôle. Pour y parvenir, l'hôpital de la Tour mise sur un partenariat d'un nouveau genre. Si l'urgence est relative, les patients sont aiguillés vers le site soignez-moi.ch. Ils ne sont plus obligés de se rendre à l'hôpital. Laurette aurait ainsi tout pu faire depuis sa cuisine. Remplir un questionnaire en ligne, sorte d'anamnèse virtuelle. Envie de vomir, des diarrhées, non? À quel point vos symptômes vous gênent-ils dans vos activités quotidiennes habituelles? Quand même pas mal, hein? Puis s'entretenir avec un médecin via téléconsultation. Si j'ai bien compris, c'est au sujet d'une fièvre avec des douleurs articulaires, entre autres des courbatures. La patiente ne le sait pas, Non. mais ce jour-là, sa doctoresse, une Suissesse, la reçoit virtuellement depuis la Martinique. Tout le monde est en forme. Ouais. Une prise en charge moins approfondie qu'à l'hôpital ou chez le médecin, mais suffisante pour les cas sans gravité, d'après la cofondatrice du site. L'objectif de la plateforme, lorsque nous avons fondé soignez-moi.ch, était de pallier au manque de médecins généralistes qui s'annonce, et de pallier au fait que quand les patients n'ont pas de médecin traitant, se retrouvent dans des urgences, dans des structures hospitalières, alors qu'elles n'ont pas besoin de ce plateau technique. Temps de consultation moyen, 5 à 6 minutes, pour un prix unique de 59 francs, remboursé par l'assurance de base. Le tarif, il est garanti par le fait que le temps médecin est optimisé, dans le sens où le médecin a déjà pris connaissance du cas lorsqu'il rappelle le patient. Une offre nouvelle dans un secteur qui pose question depuis 20 ans. En Suisse, Medgate et Medi24, leaders du marché de la télémédecine, travaillent essentiellement pour des caisses maladies. Au bout du fil, des médecins, mais surtout du personnel infirmier. Le principe est simple. Le malade ne va pas directement chez le docteur, il appelle une centrale. Là, un professionnel de la santé analyse son cas, puis lui recommande d'aller ou non voir un médecin. Le nombre de consultations évitées avec ce système limite les coûts de la santé, et l'assuré qui s'y plie obtient une réduction de prime de l'ordre de 15 à 20%. Conseiller national socialiste, Baptiste Turny préside la section romande de la Fédération suisse des patients. Il met en garde contre la mainmise historique des assureurs sur la télémédecine. Un des principes de la LAMAL, c'est de dire l'assureur, il paye, et puis le prestataire de soins, il analyse votre santé et il vous soigne. Si ça devient la même personne, l'assureur et le prestataire de soins, eh bien évidemment, il aura un intérêt à ce que ça coûte moins cher. Et là, c'est plus votre santé qui est au centre du système, c'est le porte-monnaie de votre assurance maladie, et ça ne va pas. Je suis inquiète et tout, je peux vous appeler. Absolument. Si vous avez la moindre inquiétude. Comment faire primer l'intérêt du patient sur les impératifs économiques? Et comment garantir la qualité des soins? Des questions fondamentales à l'heure où le Covid dope la télémédecine. D'après Santé Suisse, le nombre de consultations en ligne a doublé en 2020. Les offres se multiplient et se diversifient. À côté de la vidéoconsultation, on trouve des aides au diagnostic en ligne ou encore une consultation par message WhatsApp,
avec un chatbot qui analyse vos questions avant de les soumettre au médecin qui répond par message. Si vous avez de la fièvre, je recommande du paracétamol, 1 gramme jusqu'à 3 fois par jour. Je vous souhaite une bonne guérison. Parmi les dernières innovations, il y a aussi Tito, un outil d'aide au diagnostic qui délègue de nombreux gestes aux patients, un pas jusque-là infranchi. Depuis quelques mois, l'assureur Suica le propose à ses clients. Il s'agirait d'une première au niveau européen. En réalité, ce n'est pas si simple. Laurette simule un problème respiratoire. Elle doit filmer l'intérieur de sa gorge. Respirer. Elle doit enregistrer le son de ses poumons. Et envoyer le tout au service de télémédecine de Suica, qui la rappellera après analyse des données. À 1000 lieues de la pratique classique. 33. Ok. Ce que tu examines, c'est le tissu pulmonaire, c'est pas les côtes ou les structures osseuses. Ici, les étudiants de l'université de Fribourg exercent l'examen clinique et le diagnostic. De l'angle Oui. de la mandibule, c'est ici. Mandibulaire et submandibulaire, oui. Pour la formatrice, la palpation, l'écoute des bruits du corps, le regard sont essentiels. Le premier aspect, c'est le dialogue avec le patient. On établit une relation de confiance tout d'abord. Et puis, il va y avoir aussi la chance pour le patient de décharger un petit peu sa symptomatique, ses plaintes, se sentir écouté. C'est très important pour lui. Puis tout l'aspect physique, ça nous permet de regarder les critères de sévérité. Si il y a des signes graves comme le patient qui aurait les lèvres bleues par exemple, ou bien les extrémités, les mains qui auraient aussi une décoloration. Tout ça, on peut s'en rendre compte en fait quand le patient est là devant nous. Quand tu retournes... Difficile, selon elle, de sous-traiter certains de ces gestes aux patients, équipés d'un seul dispositif comme Tito. Le signe de Chamrod, comme tu as dit, l'hippocratisme. Chez qui est-ce qu'on va utiliser ça? Chez des patients qui sont âgés, peu mobiles, peut-être très fragiles. Est-ce qu'on va devoir pouvoir se permettre de leur demander d'utiliser ces technologies nouvelles pour poser un diagnostic? Il y a beaucoup de choses qui se perdent quand on fait ça. T'as une Laurette? Bonjour, docteur Jobin, médecin Santé 24. Je devais vous appeler. Le médecin de Santé 24, centre de télémédecine propriété de Suica, s'appuie sur les informations envoyées par Tito pour examiner Laurette à distance. Justement, vous aviez un peu d'asthme dans votre jeunesse. Oui, quand j'étais enfant. Pas du tout. Non, ouais. non, ça s'est arrêté quand j'avais 15-16 ans, comme ça. Il lui conseillera finalement de se rendre dans un cabinet pour un rendez-vous traditionnel. Oui. Ces outils connectés seront un avantage pour mieux évaluer le patient à distance. Donc ça va permettre d'affiner l'évaluation clinique et donc de faire un meilleur diagnostic. Donc je dirais que c'est plutôt encourageant à condition qu'il soit bien utilisé. Et ça, c'est vraiment un point important, que le patient puisse être formé à l'utilisation de ces outils. Parce que des outils mal utilisés vont mal renseigner le médecin et on pourrait faire un mauvais diagnostic. Chef de projet cybersanté aux hôpitaux universitaires de Genève, Sana Mazzouri croit dur comme fer au potentiel de la télémédecine, à condition que la qualité de la prise en charge ne soit pas bradée et que ce marché encore sauvage soit encadré. Prémédication, c'est-à-dire de prendre un médicament antihistaminique avant. Déjà, il faudrait former les médecins déjà à la pratique, ça c'est la base, je pense, de donner des compétences en termes de communication avec le patient, des compétences aussi en termes de sécurité des données. Ça, c'est pour moi l'essentiel. Et puis, quand je parle des compétences en télémédecine, c'est aussi de mieux évaluer un patient à distance. On voit de plus en plus d'hôpitaux et d'universités qui proposent là aussi des formations en ce sens pour faire une bonne évaluation clinique à distance. Ça s'apprend, c'est pas quelque chose d'inné. Alors seulement, la télémédecine, avec ses applications, chatbots et outils de mesure, pourra-t-elle déployer tous ses bénéfices pour les patients ?
Linda Bourget, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous avez obtenu des précisions de la part de Suica. Oui, alors à propos de cette difficulté d'utiliser ce système Tito seul à la maison, Suica répond que c'est un dispositif idéal pour les familles dans la mesure où les parents effectuent les examens sur leurs enfants. Et puis Suica ajoute que c'est toujours beaucoup plus facile, rapide et moins cher que de se rendre dans le cabinet d'un médecin. Dans le cadre de votre reportage, vous avez aussi tenté une expérience qui montre que finalement la télémédecine va de plus en plus loin, voire peut-être trop loin. Alors, j'ai testé effectivement la plateforme Ausschein.de. C'est un site allemand qui donne des certificats médicaux en ligne, donc des certificats pour justifier des congés maladie jusqu'à 7 jours et qui est aussi accessible en Suisse. Et alors là, c'est radical. Aucun contact avec le médecin qui signe le certificat. Vous faites tout sur leur site internet. Vous indiquez quelle est la maladie dont vous souffrez, vous spécifiez vos symptômes, vous estimez à combien de jours doit se monter le certificat. Et puis, le lendemain, un médecin allemand examine votre dossier et s'il semble crédible, eh bien, il vous envoie un certificat médical comme celui-ci en PDF. Ça prend 5 minutes et ça coûte 16 francs. Incroyable. Et est-ce que c'est fiable? Alors, c'est ce qu'on a voulu tester. C'est pour ça qu'on a fait la demande alors que nous n'étions pas malades. Et puis, on a reçu ce certificat sans aucun problème. Réponse de Kan Hanse, le directeur de Ausschein.de. Eh bien, les abus sont aussi possibles en cabinet. Le nombre de certificats est limité sur leur plateforme, selon le type de maladie. Et puis, d'éventuels abus ne doivent pas priver le 99% de gens honnêtes de cette prestation. Donc, réponse à tout. Et est-ce que tous les employeurs acceptent ce type de certificat? Pas forcément. Déjà, eh bien, tout est en allemand. Ensuite, c'est selon les standards allemands, c'est signé par un médecin en Allemagne. Mais en cas de refus, le site envoie un courrier juridique qui convaincrait de nombreux employeurs. Et puis, intéressant de le dire aussi, leur activité devrait se développer en Suisse tout prochainement. Ausschein.de nous fait savoir qu'ils sont déjà en recherche de partenariat avec des médecins suisses. Eh bien, merci beaucoup pour cette expérience et ces précisions. Merci. S'il y a un endroit sur la planète où l'on croit aux bénéfices de la télémédecine pour le patient, c'est bien Dubaï. Cette ville des Émirats arabes unis, installée au milieu du désert, a massivement investi dans les nouvelles technologies médicales. Elle veut devenir le nouveau temple de la médecine moderne. Visite guidée avec Louise Gressier et Roberto Garçon. Des soins haut de gamme, des équipements ultra performants et des chirurgiens hautement qualifiés. Bienvenue dans notre plus belle salle d'opération. Voici Dubaï, le nouveau temple de la médecine moderne. Une centaine d'hôpitaux et plus de 14 000 médecins, rien que dans le secteur privé. Dans cette ville de 3 millions d'habitants, des dizaines de start-up ont récemment vu le jour dans le secteur de la télémédecine. Bonjour, bienvenue. Raouf Khelil est le fondateur de TrueDoc, une entreprise spécialisée dans la télémédecine d'avant-garde. Des patients atteints de maladies chroniques comme le diabète ou l'hypertension ont souscrit à un programme d'hospitalisation à domicile fourni par TrueDoc. Chez eux, ils sont reliés à un moniteur et peuvent transmettre en direct leur température ou leur taux de glycémie. Les médecins du centre d'appel ont donc toutes leurs données médicales. Les patients sont suivis 24 heures sur 24 sur ce tableau et on est capable de détecter ceux qui ont de graves problèmes de santé. Si ça passe au orange, les médecins rappellent le patient dans les 2 minutes. En à peine 5 ans d'existence, 4,4 millions de personnes se sont déjà abonnées à l'application TrueDoc. L'idée générale, c'est d'être capable de déterminer si nos patients sont dans un état grave ou non. C'est pourquoi ils ont accès à nos médecins en très peu de temps, afin d'avoir un accès à un diagnostic approprié. On ne veut pas laisser les patients décider de l'urgence ou non de leur santé. Si on ne les met pas en contact avec des médecins, ils se rendront à l'hôpital, ce qui leur coûtera beaucoup plus d'argent. Désengorger les hôpitaux et rentabiliser le système de santé de Dubaï font partie des objectifs de cette start-up. En plus des soins à domicile, TrueDoc a développé un système de clinique virtuelle, des cabines mobiles et ultra équipées. Milica Janakovic est la responsable de ce projet unique au monde.
Dans nos cliniques virtuelles, les patients peuvent réaliser une téléconsultation avec un médecin et en même temps, ils peuvent s'ausculter avec du matériel facile à utiliser. Et tous les résultats apparaissent ici et sont transmis sur l'écran du médecin. Ces cliniques virtuelles seront bientôt vendues un peu partout dans le monde. Les cliniques virtuelles peuvent être installées n'importe où, dans les bureaux, les écoles, les aéroports ou même les camps de réfugiés. C'est comme si vous aviez votre propre clinique dans n'importe quel endroit. À Dubaï, le gouvernement a misé sur les entreprises privées pour moderniser son système de santé et faciliter l'explosion des startups. Le marché des téléconsultations s'élève aujourd'hui à 60 millions de francs. En 2025, il pourrait atteindre 240 millions de francs. Pour leurs consultations, 90% des médecins utilisent des smartphones et des applications de santé. En 3 ans, Fodil Benturki est devenu le leader de la téléconsultation aux Émirats. En 2020, sa société, Okadoc, affichait un chiffre d'affaires de 17 millions de francs. Les Émirats arabes unis sont une superbe plateforme pour permettre une croissance dans le domaine du digital et d'apporter les dernières technologies. Mais ce qui est important, c'est l'interconnexion du système gouvernemental avec le secteur privé. Ils coopèrent pour permettre aux patients un meilleur service. Notre ambition est de partir de Dubaï et de se développer partout dans le monde. Pour moi, Dubaï est un véritable hub qui permet d'atteindre cet objectif de développement. Fodil Benturki travaille main dans la main avec le ministère de la Santé de Dubaï. Si sa société a pu faire fortune dans les téléconsultations, les possibilités offertes par la télémédecine ne s'arrêtent pas là. Au Clemenceau Medical Center, on a misé sur la chirurgie par robot. Là, c'est notre robot. Une machine dernier cri. La chirurgie robotique est le nouveau visage de l'endoscopie. C'est une chirurgie très peu invasive qui s'est améliorée au fil des années. La manière dont on fait de la chirurgie robotique est la suivante. On introduit ces petits instruments du robot dans l'abdomen du patient. Avec ce système, cela me permet de voir à l'intérieur. Après, j'utilise mes bras pour manipuler le robot et ce mouvement sera transmis aux instruments du robot. Aujourd'hui dans le monde, 3,9 milliards de dollars. Dans le futur, l'intelligence artificielle pourrait même effectuer elle-même ces opérations. Mais aujourd'hui, ces robots pourraient déjà opérer depuis un autre pays. J'attends de cette technologie qu'elle continue d'évoluer. Il y aura bientôt la possibilité de faire la chirurgie à distance. Je peux être ici, en train d'opérer à Dubaï, et faire une opération sur quelqu'un à l'étranger sans problème. Se faire opérer par des bras contrôlés à l'autre bout du monde. Cette technologie a déjà fait ses preuves ailleurs, mais c'est désormais une priorité pour Dubaï, qui tente d'être à la pointe de la médecine moderne. Thomas Boila est chercheur en innovation et technologie de la santé. Il s'interroge sur la confiance qu'un patient peut avoir envers un robot. Si vous voyez ce bras robotisé, qui en fait n'a pas d'âme, c'est juste des pistons et de la mécanique, est-ce que vous auriez confiance en ce système pour prendre une prise de sang, pour avoir un instrument qui traverse votre peau? Est-ce que vous préféreriez avoir cet instrument-là ou une infirmière? Même si je vous dis que vous avez moins de risques avec ce robot qu'avec une infirmière. Alors ici, vous êtes dans le Design Lab, qui est à la fois un laboratoire de recherche et un laboratoire d'enseignement, où les étudiants peuvent venir expérimenter différentes technologies digitales utilisées dans la médecine. Pour gagner la confiance des patients, le chercheur suisse enseigne aux futurs médecins les nouvelles technologies médicales, intégrant même désormais l'intelligence artificielle. Une technologie qui, je pense, à l'avenir sera de plus en plus utilisée,
est basé sur les images thermiques. Ce téléphone, par exemple, est connecté à ce petit module qui est une image thermique qui permet aux patients et aux médecins de prendre des photos de leur corps et de voir la dispersion de la température sur leur corps. On peut imaginer qu'à l'avenir, les patients ont ce genre de caméra directement intégrée sur le téléphone mobile, peuvent prendre une photo de leur genou, par exemple, directement envoyer la photo au médecin, où un algorithme intelligence artificielle peut analyser cette photo et dire au patient que le patient a un ligament croisé qui est inflammé. Le secteur de la technologie médicale est en plein développement à Dubaï. Les médecins urgentistes devraient bientôt pouvoir consulter en temps réel les données vitales d'un patient et fournir un premier diagnostic aux ambulanciers. Bonsoir Samia Hurstam. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes médecin, bioéthicienne, vous êtes aussi directrice de l'Institut Éthique, Histoire et Humanité à la Faculté de médecine de Genève. Alors quand on vient de voir ces technologies dans ce reportage qui sont soit en développement, soit déjà en application à Dubaï, est-ce qu'on peut les imaginer dans 5 ans en Suisse? On a beaucoup de mal à se l'imaginer, mais ça ne veut pas dire que ça ne va pas arriver. Donc c'est juste de prendre les devants et de réfléchir à ce qu'on accepterait ou ce qu'on n'accepterait pas dans l'idée que ça pourrait effectivement venir frapper à la porte de notre système de santé dans moins longtemps qu'on pense. Quand on parle de télémédecine, finalement, c'est un terme générique qui regroupe différentes pratiques médicales virtuelles. Alors, il y a évidemment d'un côté la consultation avec un médecin grâce aux nouvelles technologies, et puis il y a d'un autre côté ces plateformes médicales digitales. Dans ce deuxième cas, on délègue quand même une partie de la prise en charge à des algorithmes. Est-ce que c'est suffisamment sérieux pour l'enjeu tel que la santé ou la vie des patients ? Alors c'est extrêmement important de se rappeler justement que la santé et la vie des patients est un enjeu sérieux. Ces outils sont des outils, ce sont comme des dispositifs médicaux, ils doivent donc faire leur preuve de leur innocuité, de leur efficacité. Il faut qu'il y ait des buts précis et qu'on puisse vérifier qu'en effet les conditions de sécurité, d'efficacité sont remplies. Mais ensuite, il y a un autre souci qu'on peut avoir face à ces algorithmes, c'est l'idée qu'un des pans de la médecine ne viennent à être perdus. La médecine a en gros 3 pans. Le premier, c'est qu'on arrive parfois à guérir les maladies ou à les prévenir entièrement. La vaccination contre la polio est à la veille d'éradiquer la polio, par exemple. Mais dans la plupart des cas, en fait, on ne guérit pas complètement la maladie. Le plus gros de l'activité médicale de nos jours, c'est en fait des moyens de permettre à des personnes malades de vivre le mieux possible, le plus longtemps possible, avec une maladie qui est encore là. Si vous êtes diabétique et que vous pouvez injecter de l'insuline, vous survivrez beaucoup plus longtemps et mieux, mais vous serez encore diabétique. Et le troisième pan, c'est en fait l'activité qui consiste à accompagner les personnes malades à travers la détresse humaine, la finitude, tout ce à quoi la maladie nous confronte. Ce troisième pan, il est souvent moins visible, mais il est essentiel. Et lorsqu'on se focalise sur une efficacité accrue pour le premier et le deuxième volet, un des dangers, c'est qu'on l'oublie. Et tant qu'on ne l'oublie pas, tout va bien, mais il y a toujours un risque que ce soit ça qui passe à la trappe lorsqu'on a un souci de plus grande efficience, d'économicité, et qu'on se focalise sur les 2 premiers volets. Alors quand on voit ces cliniques virtuelles ou ces opérations avec des robots, on peut légitimement se poser la question, est-ce qu'un jour, la machine va remplacer l'homme et dans ce cas précis, le médecin? Alors c'est plus possible que ce que l'on imagine. On a cette image qu'un médecin est irremplaçable en raison de ses multiples fonctions, mais plusieurs d'entre elles sont un peu déjà menacées par des outils de ce type-là. Par exemple, pour certaines activités de diagnostic sur des images, il y a des algorithmes qui font de manière très fiable mieux que les humains. Et la position de la médecine face à un outil qui fait mieux que les humains doit être qu'on va s'en servir, puisque ce qu'on doit vouloir, c'est le bien des patients. Donc on doit accepter ça. On doit accepter ça, mais en même temps, on doit se rendre compte que dans le passé, il y a des précédents. Il y a des chirurgiens qui ont été offusqués par l'invention de l'anesthésie parce que ça leur ôtait une part de leur virtuosité qui était d'opérer vite. Et maintenant, n'importe qui, disait-il, allait pouvoir opérer puisqu'on n'avait plus besoin d'aller vite. Mais évidemment, c'est aussi l'invention de l'anesthésie qui a permis des développements qui étaient inimaginables avant dans la chirurgie elle-même, justement. Donc il faudrait que les algorithmes et les médecins cohabitent. Qu'on cohabite, qu'on reste complémentaires et qu'on développe de nouvelles choses pour mieux aider les malades futurs. J'aimerais encore avoir une réaction rapide face à ce certificat médical qu'on a obtenu avec de fausses maladies. Pour vous, en tant que médecin, ça vous choque? Oui, bien sûr. En tant qu'éthicienne de la médecine aussi, ça me choque. À plus d'un titre d'ailleurs, parce qu'ici, il y a une certification, une signature d'un médecin qui n'a pas examiné le patient, qui ne s'est pas entretenu avec lui non plus, donc il n'y a aucune base sur laquelle certifier. Donc en fait, c'est un faux. Et puis, on aurait pu
théoriquement, en tant que société, décidé qu'on allait maintenant accepter l'autocertification des malades. On a le choix, après tout. Hein. C'est une décision collective de dire c'est les médecins qui certifient, on pourrait s'en passer. Mais alors, il ne faudrait pas faire comme si c'était un médecin qui avait certifié et demander alors explicitement une autocertification. Merci beaucoup. Restez avec nous puisqu'on va se poser cette autre question délicate que pose d'ailleurs la télémédecine, la protection des données. Une consultation médicale donne accès à des informations personnelles hautement sensibles. Alors comment les différentes plateformes font-elles aujourd'hui pour non seulement garantir l'anonymat, mais aussi et surtout assurer aux clients que leurs données ne soient pas utilisées par d'autres prestataires? La réponse est, dans certains cas, plutôt inquiétante. Non. Je suis diabétique, non. Au rayon télémédecine, la nouvelle tendance, ce sont des applications qui évaluent vos symptômes pour déterminer de quoi vous souffrez. Renseignez autant de symptômes que vous pouvez. Alors, tout. Des questionnaires pilotés par intelligence artificielle, basés sur les processus d'anamnèse des médecins. Le système de la société polonaise Infermedica est par exemple utilisé par plusieurs prestataires en Suisse. En quelques minutes, l'application livre son verdict. Ah, voilà les résultats. Alors, suivant notre analyse, vous pourriez avoir exacerbation de l'asthme 55%, aspergillose, bronchopneumonie allergique 34%, bronchopneumopathie chronique obstructive 31%. Dans ce secteur, on trouve des acteurs comme l'assureur Groupe Mutuel, ou, plus surprenant, la Migros. La santé, un business intéressant. Intéressantes, entre autres, les données mises en ligne volontairement par les utilisateurs. J'ai l'hypertension, non. Je suis diabétique, non. Suivant. Des données hautement sensibles. On va s'enregistrer sur une application dans l'idée de fournir des informations multiples sur son état de santé à non pas son médecin qu'on connaît dans un cabinet, mais à un logiciel. C'est de façon tout à fait consciente qu'on va fournir énormément d'informations à des prestataires multiples. Celui qui réussit à collecter ces informations, à les combiner pour avoir un profil très précis de nos attentes, notre bien-être, celui-ci ou celle-ci aura vraiment touché le jackpot. Nous avons décortiqué les politiques de confidentialité de l'application Oli, propriété de Migros, et de MyHealthCheck, propriété du groupe Mutuel. Maladies antérieures, symptômes, habitudes en lien avec la santé, Oli recueille tout. Ensuite, des entreprises du groupe Migros peuvent traiter vos données à caractère personnel dans leur propre intérêt. Oli peut rediriger l'utilisateur vers des partenaires, par exemple des médecins ou des assureurs maladie. Le site MyHealthCheck lui exploite des informations comme le sexe, le poids, les antécédents médicaux, les symptômes, le numéro d'assurance, le régime alimentaire ou encore l'identité culturelle. Et même si le prestataire promet l'anonymat, les portes sont grandes ouvertes pour la circulation de vos données. Puisque ces données peuvent être partagées au sein du groupe Mutuel, on pourrait très bien imaginer que ceux qui, au sein du groupe Mutuel, cherchent à développer des nouveaux produits d'assurance peuvent s'abreuver au réservoir de données mises à disposition par cette application, chercher à créer des filtres, à identifier quelles sont les catégories, quelles sont les problématiques de santé, quelles sont les catégories qui sont corrélées avec ces problématiques de santé, exclure peut-être un certain nombre de candidats, et puis demander au département marketing de la société de lancer une campagne marketing auprès des personnes qui ont été identifiées suite à leur utilisation de l'application. C'est un moyen très très simple d'arriver rapidement sur des publicités ciblées. Prudence donc face à ces offres gratuites qui pullulent en ligne, car si c'est gratuit, c'est vous le produit. Nous avons interpellé le groupe Mutuel qui nous précise que seules les données de contact pourraient être utilisées à des fins marketing dans les assurances complémentaires et qu'à ce jour, le groupe Mutuel n'a pas mené de telles campagnes marketing.
Et étonnamment, Migros nous a annoncé de son côté que le projet Oli était suspendu, alors même qu'il était encore fonctionnel. On l'a vu dans le reportage. L'entreprise refuse donc de répondre à nos questions et promet que toutes les données, je cite, personnelles collectées au cours du projet pilote seront supprimées. Madame Hurst, on l'a vu, certaines plateformes de télémédecine travaillent pour des caisses maladies. On ne peut pas ignorer le conflit d'intérêts, c'est un vrai problème. Oui, c'est une vraie difficulté potentiellement et on a deux rôles très différents dans notre système de santé qui est celui de fournir les soins, le rôle de la médecine, des professions médicales et celui de gérer le risque et l'économicité qui est un rôle différent. Et notre système repose un petit peu sur une certaine tension entre ces deux rôles. Si l'équilibre des forces devient trop asymétrique, on a un problème. Si l'arbitrage manque, on a un problème et évidemment si la tension disparaît, on a un problème, les deux valeurs nous importent. On veut les meilleurs soins possibles, mais aussi au meilleur coût possible. Les deux missions sont... Et les deux missions ne sont pas entièrement compatibles. C'est très difficile, en tout cas, de les exercer l'une et l'autre lorsqu'on est le même acteur. Alors, on connaît l'intérêt des GAFA, Google, Facebook pour la santé. Ces entreprises ont investi des millions pour collecter des données. Est-ce que finalement, nous, consommateurs, on est véritablement conscients que si, par exemple, on entre dans une plateforme avec une entrée Google ou une entrée Facebook, finalement, on ouvre la porte à ce que ces données soient communiquées? Sans doute non. D'ailleurs, les informations qui concernent l'utilisation possible des données par ces plateformes, c'est probablement les documents juridiques les moins lus de la planète, même s'ils sont très diffusés. Il y a même une ONG aux États-Unis dont la spécialité, c'est le militantisme pour des textes radicalement plus courts et plus clairs, afin que tout le monde comprenne ce genre de contrat, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Là, on a effectivement une vraie difficulté. Il y a quand même une négligence de la part des consommateurs, des patients, pour ce thème important qu'est la protection des données? Sans doute, et puis il y a aussi l'idée que je n'ai rien à cacher. Sauf qu'on ne sait pas l'usage qui pourrait en être fait dans le futur. On ne sait pas, et on ne sait pas quel contrôle on aura le moment venu si jamais quelqu'un s'avisait d'en faire un usage avec lequel on ne serait pas d'accord. On vit dans une société où, à juste titre, dans bien des cas, la transparence est une valeur qui a le vent en poupe. Mais ça veut aussi dire que lorsqu'on a légitimement quelque chose à cacher, comme lorsqu'il s'agit de secret professionnel et de secret médical, il faut le défendre avec un petit peu plus d'assiduité que dans une société où ça irait davantage de soi. Est-ce que selon vous, il existe des portails totalement sécurisés? Alors, il faudrait poser la question à des spécialistes de la sécurité des données et de l'informatique. Moi, ce que je les entends dire plutôt ces temps-ci, c'est qu'il n'existe pas vraiment de système inattaquable et qu'on peut même, malgré les meilleures protections, se faire hacker malgré tout. Donc, méfiance. Méfiance tout de même. Et puis, il faut se rappeler que lorsque on donne sa confiance à un site, lorsqu'on donne sa confiance à quelqu'un à qui on confie ses données, la confiance, elle a un contenu. En fait, quand on fait confiance à quelqu'un, c'est parce qu'on pense que cette entité va faire quelque chose de spécifique de manière compétente, honnête et fiable. Et là, on ne sait pas à qui on fait confiance, on ne sait pas ce qu'ils vont faire, on ne sait pas s'ils seront compétents, honnêtes ou fiables. Ça, c'est des conditions où ce n'est pas vraiment de la confiance, on fait un saut de la foi. Là. Merci beaucoup, en tout cas, pour votre éclairage. Merci. Et on passe à présent à notre rubrique d'actualité conso, un rendez-vous que vous nous proposez régulièrement. Viviane Gabriel, bonsoir. Bonsoir. Alors ce soir, on parle de masques réutilisables jetables, de substances indésirables dans des laits en poudre pour bébés. Mais d'abord, ce bol qui, je crois, est déjà venu nous rendre visite à bon entendeur ici, c'est un bol en fibre de bambou. Exactement, il était là au mois de mars. Nous vous annoncions alors que cette vaisselle, qui est en fait un mélange de fibres de bambou et de plastique, ne serait plus vendue en Suisse. Pour les autorités, ces produits ne sont pas conformes et donc pas commercialisables. Et il en va de même dans plusieurs pays européens. Le risque, c'est en fait notamment un transfert de substances toxiques vers les aliments. Alors, des produits qui, selon les autorités, ne sont plus commercialisables, eh bien, figurez-vous qu'un téléspectateur, juste après cette émission au mois de mars, nous a envoyé cette photo, prise dans une Migros. Exactement, de la vaisselle en fibre de bambou à moitié prix. Pour ce téléspectateur, je cite, « une politique de liquidation sur le dos du consommateur scandaleuse ». Il a donc écrit à la Migros qui répond qu'il n'y a pas de lien entre cette action et l'interdiction. Pas de lien selon la Migros, mais quand même un timing un peu étrange. Alors en dehors de ce bol, est-ce qu'on trouve quand même cette vaisselle aujourd'hui dans les magasins? Oui, on en trouve facilement. Et deux exemples avec moi ici, donc des achats que j'ai pu faire à la Migros ou à la Coop ces derniers jours. Et on en trouve aussi à Manor et ce n'est pas exhaustif.
Alors, les autorités disent stop au mois de mars, et pourtant, on peut en acheter encore au mois de mai. Est-ce que c'est juste pas de bol, ou est-ce qu'on sait vraiment plus où on nage? Disons que autorités et magasins se renvoient un peu la balle. Berne nous dit que la lettre officielle partira en juillet, mais ces produits devraient déjà avoir disparu et les magasins seraient au courant. Non, nous répond Manor, il n'y a pas eu de contact direct avec les autorités pour cette question. Manor qui envisage d'ailleurs à l'heure actuelle d'écouler son stock jusqu'à la fin de l'année. Coop et Migros, eux, ont décidé d'agir plus vite. Exactement. Coop va les retirer ces prochaines semaines. Migros, d'ici la fin du mois. Migros qui nous indique que cette marchandise qui sera retirée sera détruite. Et évidemment, on va continuer à suivre ce dossier prochainement. Alors là, ça, c'est vraiment notre meilleur ami depuis une année. Exactement, une année de vie commune, mais on continue de se découvrir. Ces masques à usage unique, eh bien, en fait, on pourrait les réutiliser selon une étude d'Unisanté à Lausanne. Donc l'idée, c'est de réduire l'impact sur l'environnement, mais est-ce que c'est efficace du point de vue sanitaire? Oui, dit cette étude, si vous utilisez l'une de ces 3 stratégies. La première, passer son masque à la machine, à 60 degrés. On pourrait le faire en tout cas 5 fois. Vous l'avez fait. Deuxième option, et vous avez le résultat là, si jamais, vous pouvez voir ce que ça donne. Deuxième option, c'est la chaleur sèche, le four, 70 degrés au moins pendant 30 minutes. Mais c'est surtout la 3e stratégie qui est recommandée, c'est celle-ci, celle du semainier. Le masque vivra plus longtemps ainsi et ça consomme aussi moins d'énergie. Le professeur David Vernet, qui est l'un des auteurs de cette étude, la pratique au quotidien. Il nous explique. Donc ça, c'est un objet qui permet d'appliquer votre stratégie de semainier. Alors c'est tout simple, c'est mon petit semainier à moi pour la journée, enfin la semaine de travail. J'ai mes 5 masques, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Et puis chaque jour, je viens prendre un nouveau vieux masque, en quelque sorte, qui a attendu suffisamment longtemps pour être propre. 7 jours du coup. 7 jours. Et vous pouvez répéter l'opération tant qu'il n'y a pas de résistance à la respiration et puis que les élastiques tiennent le coup. Évidemment. Alors ce sont des recommandations qui tranchent avec celles de l'OFSP, qui recommande toujours de porter qu'une seule fois son masque, maximum de 4 heures, et surtout de ne pas le laver. Alors pourquoi ce décalage? Le professeur David Vernet se justifie. Alors, ce n'est pas une position antagoniste, je pense que c'est simplement une position pragmatique qui considère, qui regarde aussi l'usage pratique qui est fait de ces masques par le public. Je pense que la difficulté au niveau des autorités, c'est que si on veut véritablement réutiliser un masque, par exemple dans un contexte médical, il faudrait le recertifier entièrement après le recyclage. Et ça, c'est compliqué, ce n'est pas tout à fait le rôle des autorités. Donc notre regard, il est très pragmatique, il est de dire, mais au fond, quand on utilise un de ces masques hors du contexte médical, c'est-à-dire dans un but de protection communautaire, on ne doit rien attendre d'autre de lui qu'une protection de type communautaire. Et donc, il n'y a pas vraiment de raison de rentrer dans cette logique normative. On va simplement s'intéresser à savoir si le masque fournit toujours une efficacité qui est acceptable et si la procédure de recyclage, au fond, détruit bien le virus. Et c'est donc bien le cas, Viviane, avec ces 3 stratégies proposées par Unisanté qui s'appuient sur des résultats de nombreuses études. Alors là, je vois 4 boîtes de lait en poudre pour bébé. Exactement. Nous avons décidé avec nos collègues alémaniques de Kassensturz de tester ces laits en poudre pour bébé. Ces 4 produits qui sont ici, mais également 6 autres. Nous sommes partis à la recherche de 2 substances bien précises, 2 contaminants qui s'appellent, accrochez-vous, les 3-MCPD et les esters glycidyliques. Bravo, alors des noms compliqués pour 2 contaminants qu'on retrouve dans les huiles végétales et notamment dans l'huile de palme. C'est ça, et de l'huile de palme, on en trouve souvent dans les laits en poudre pour bébé. Alors pourquoi ces 2 contaminants? Qu'est-ce qu'ils ont de dangereux pour la santé? Les 3-MCPD sont considérés en Europe comme potentiellement cancérigènes. Les esters glycidyliques comme cancérigènes et génotoxiques, c'est-à-dire toxiques pour l'ADN et pouvant entraîner des mutations. Et le risque est particulièrement grand pour les jeunes enfants. Mais leur présence dans ces laits en poudre pour bébé est quand même tolérée. Jusqu'à un certain point, la loi prévoit une valeur limite pour les esters glycidyliques, c'est 50 microgrammes par kilo. En revanche, pour les 3-MCPD, pas de valeur limite pour l'instant, l'idée est examinée, mais une valeur limite en Europe.
Et vous disiez alors 10 produits testés, les résultats? Ils sont mauvais pour 3 d'entre eux, donc pour ce lait HIP et pour les 2 laits de Nestlé qu'on peut utiliser dès la naissance. Ils sont jugés insuffisants et ils sont pénalisés par rapport aux autres parce que le laboratoire y a trouvé justement des esters glycidyliques. Alors certes en quantité inférieure à la valeur limite légale, mais nous avons décidé d'une certaine manière d'être plus sévères que la loi. Et pour comprendre pourquoi, je vous propose d'écouter cet expert allemand. Cette valeur limite qui a été définie en Europe et en Suisse est orientée vers ce qui est faisable techniquement, mais elle ne se justifie pas d'un point de vue scientifique ou d'un point de vue toxicologique. C'est simplement ce qui est faisable. Si on regarde les résultats des études faites sur les animaux, on voit que pour des substances cancérigènes et génotoxiques comme les esters glycidyliques, on ne peut pas établir de seuil en dessous duquel il n'y aurait aucun risque. Quand on retrouve ces substances dans l'alimentation, on peut au mieux parler d'une situation peu préoccupante si les niveaux sont assez bas, mais jamais d'une situation complètement sûre. Car avec ces substances cancérigènes et génotoxiques, il y a toujours un risque. Alors HIP et Nestlé ont réagi aux résultats. Exactement. Chez HIP, on n'accepte pas ce système d'évaluation qui donne, je cite, une fausse image de ce produit d'une qualité irréprochable. Incompréhension chez Nestlé qui insiste sur le fait que ces produits sont nettement en dessous des plafonds fixés par la loi. Mais Viviane, des laits en poudre sans ester glycidylique, ça existe? Oui, ce contaminant est absent des 7 autres produits testés. Et voici celui qui a le mieux réussi le test, c'est le Bimbosan. Il contient aussi le moins de 3 MCPD. Qu'est-ce que je fais? Je vous les laisse? J'en ai pas besoin, mais gardez-les. Vous êtes sûr? Et évidemment, tous les résultats, vous pouvez les retrouver sur notre site internet. Merci beaucoup, Viviane. Bonne